Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez certainement, comme moi, remarqué à quel point notre petit microcosme professionnel, depuis peut-être qu'il a lu la petite poussette de Michel Serres, est complètement emballé par la notion de transformation. Et plus précisément de transformation ou de technologie de l'information, peut-être qui serait le principal déterminant de la transformation de nos entreprises. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, nous avons rebaptisé les technologies de l'information avec le mot numérique et digital, parce que ça fait un petit peu plus moderne. Alors, il ne fait aucun doute, évidemment, que le numérique, c'est le sens de l'histoire, hein, c'est le sens de notre histoire, et c'est en tout cas la direction que nos entreprises ont résolument prise depuis quelques années. Et comme toujours dans ces phases de transition, ou dans ces phases dans lesquelles il y a des formidables espoirs qui sont en train de naître, eh bien, il y a la tentation d'un certain nombre d'engouements peut-être un petit peu utopiques. Et c'est justement pour essayer de rompre avec ces tentations d'engouement un petit peu hâtifs que je voudrais essayer de revenir au sens, c'est-à-dire quelles sont les véritables mutations dont les technologies sont vraisemblablement à l'origine et auxquelles nos entreprises ne pourront pas échapper dans les années à venir. Alors, même si je vous invite à ne pas céder à la tentation de la modernité, ou ce que d'aucuns auraient appelé la modernitude, je ne cède moi-même pas à la tentation de vous emmener sur ma page Facebook, où vous voyez qu'il y a des gens qui publient des commentaires bien peu amènes. Surtout pour vous proposer de regarder une petite vidéo que j'ai trouvée sur un site qui s'appelle Vimeo, par quelqu'un qui s'appelle Marco Bagni. Petite vidéo qui illustre assez bien, finalement, la déferlante numérique à laquelle nos entreprises sont régulièrement confrontées depuis des années. Une sorte de une vague digitale qui nous fascine et en même temps qui nous inquiète. Alors elle nous fascine vraisemblablement parce que on est très étonné de la vitesse à laquelle elles se sont déployées dans le grand public, à la vitesse à laquelle elles ont été adoptées. Et elle nous fascine également par la nature et l'ampleur des transformations comportementales sur un plan individuel et collectif dont elles sont vraisemblablement à l'origine. Et en même temps, cette vague numérique nous inquiète. Elle nous inquiète parce que l'on sent intuitivement que la nature des transformations dont il s'agit, c'est des transformations qui viennent se heurter à un certain nombre de normes, de règles, d'habitudes qui ont été prises dans nos entreprises depuis bien longtemps. Et on sait, par expérience, que lorsqu'un usage arrive à une certaine masse critique, eh bien, c'est aux normes, aux règles et aux lois de s'adapter, de gré ou de force, par la force des choses. Alors la question qui se pose aujourd'hui à nous, c'est de savoir quels sont précisément ces usages qui seraient arrivés à une masse suffisamment critique pour que nous puissions raisonnablement penser qu'ils sont de nature à obliger nos entreprises à revoir ou à modifier en profondeur ce que sont des normes qu'elles considèrent comme établies. Alors bien sûr, vous avez parfaitement compris ce dont je veux parler, c'est-à-dire le digital au sens le plus large du terme, essentiellement autour de la question des médias sociaux, dans toute leur diversité, et puis naturellement dans toutes les conséquences qui sont les leurs. Et de ce point de vue-là, je voudrais souligner trois faits majeurs. Le premier fait majeur, qu'on a appelé le BYOD, pour Bring Your Own Device, c'est ce que vous et moi, nous faisons chaque jour, c'est-à-dire le fait que nous venons dans nos entreprises avec nos propres appareils, nos propres logiciels, et que nous les utilisons pour travailler. Évidemment, ceci en dépit de tout respect de conditions de sécurité les plus élémentaires, en matière de confidentialité, bien sûr. Et ceci est pour moi une sorte de symbole, le symbole des frontières de l'entreprise qui deviennent poreuses. Alors il s'agit là naturellement des frontières informationnelles, mais c'est également le cas des frontières identitaires de l'entreprise, tant coexistent désormais une multitude de statuts, que ce soit des salariés, mais aussi des stagiaires, des intérimaires, des consultants, des prestataires externes. Ces derniers d'ailleurs ont parfois même plus d'informations sur l'entreprise que les collaborateurs eux-mêmes. Il s'agit aussi naturellement des frontières temporelles. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la distinction vie privée, vie professionnelle, ça relève de la pure vision de l'esprit et de la théorie. Dans la pratique, ça n'existe plus. Et puis il s'agit naturellement des frontières spatiales, physiques, tant la référence à l'idée d'un bureau, espace physique dans lequel on vient travailler, apparaît comme désuet aux yeux du plus grand nombre, et particulièrement des jeunes. Alors, deuxième phénomène que l'on connaît, c'est un peu une conséquence du premier, c'est puisque nous publions des informations tout le temps, partout, avec une multitude d'appareils, et ce n'est pas fini, puisque arrivent en masse les objets connectés, eh bien nous laissons des traces. Et je crains d'ailleurs que certaines d'entre elles soient probablement indélébiles. Et ceci constitue une masse d'informations considérable sur ce que nous sommes, sur ce que nous faisons, sur nos comportements.
Et donc, une possibilité d'analyse qu'on a appelée le big data, et on en a beaucoup parlé durant ces 2 jours, pour le meilleur et pour le pire, donc avec toutes les opportunités que cela représente, mais également toutes les menaces, et je vous renvoie pour ça à l'actualité avec l'affaire Snowden, mais je crois qu'on va avoir aussi des échos au travers des présentations qui suivent. Troisième phénomène sur lequel je souhaiterais attirer votre attention, c'est la réalité des usages des médias sociaux. C'est-à-dire que nous étions finalement 20% en 2007 à les utiliser, aujourd'hui on est 82%, donc c'est une écrasante majorité. Et tout ceci agit comme si nous étions en train de passer d'une société dans laquelle nous n'étions que des consommateurs d'informations, c'est-à-dire une société qu'on pourrait appeler une société read-only, à une société dans laquelle nous devenons des producteurs d'informations, c'est une société read-on-write, et des informations que nous partageons avec le plus grand nombre. Alors ceci est une sorte de droit à l'expression que nous jugeons, que nous considérons comme devenu inaliénable. Et on peut toujours s'émouvoir devant une société dans laquelle l'opinion l'emporterait sur la compétence, où les avis sont plus importants que les savoirs. En toute hypothèse, c'est quand même une forme de démocratisation du droit à la parole sur lequel il sera extrêmement difficile de revenir, et d'ailleurs il n'y a pas de raison de le faire de mon point de vue, et en tout cas auquel les entreprises n'échapperont pas. Alors ceci pose 2 questions. La première, c'est la question de l'information, et notamment le rapport que nous entretenons avec 2 notions, discernement et culture. Je reviendrai sur ce point-là. Et la question des frontières nous invite à questionner un autre point, c'est le rapport que nous entretenons avec la notion de contrôle, sur lequel je reviendrai. Bref, derrière cette notion de transformation, de grande dimension, la première, ce sont les grandes évolutions comportementales et sociales que nous subissons en tant qu'entreprise et auxquelles nous devons nous apprivoiser, si j'ose dire, puisque c'est une réalité. Et puis il y a naturellement les transformations que nous devons mener. Les transformations que nous devons mener parce qu'elles sont essentielles, voire vitales pour la compétitivité de nos entreprises. Et de ce point de vue-là, les technologies de l'information au sens large constituent un certain nombre d'opportunités. Je voudrais en citer 3. La première, naturellement, en première analyse, une démocratisation de l'accès à l'information, c'est un développement des connaissances. Un développement des connaissances des collaborateurs, et ceci, naturellement, est un facteur de compétitivité pour nos entreprises. Et je dis bien de tous les collaborateurs. La porosité des frontières, que j'évoquais précédemment, agit un petit peu comme une ouverture. Et cette ouverture conduit à ce que l'entreprise ne puisse plus être vécue comme une sorte d'espace clos, d'espace étanche à son environnement, qui sera en mesure de maîtriser l'intégralité des relations qu'elle entretient avec celui-ci. Et qui dit plus d'ouverture, dit moins de contrôle. Or, je pense que la notion de contrôle est très certainement le point d'achoppement le plus essentiel de nos économies modernes, qui sont obsédées par l'idée d'essayer de prévoir tout, même l'imprévisible, au lieu de l'anticiper, voire même parfois d'essayer de rationaliser l'irrationnel, plutôt que de considérer simplement que c'est une dimension du problème à traiter. Alors évidemment, tout ceci est propice d'abord à l'émergence et au développement de nouvelles formes d'organisation du travail. D'abord, les technologies de la mobilité nous permettent d'emporter notre entreprise avec nous, partout, et donc de travailler de partout, à n'importe quel moment, et ceci en restant connecté, c'est-à-dire en collaborant avec les autres, en n'étant pas isolé. C'est une forme de nomadisme professionnel dont les valeurs intrinsèques sont absolument essentielles, car elles sont très vraisemblablement le moteur de transformation beaucoup plus profonde qu'on ne le croit, notamment sur le plan du management. Enfin, en tout cas, c'est une idée et une thèse que j'ai essayé de défendre avec mon ami Patrick Bouvard dans l'ouvrage auquel tu as fait référence, Frédéric. Patrick Bouvard étant le rédacteur en chef de RH Info. Et d'ailleurs, il suffit de voir un projet de télétravail pour voir à quel point celui-ci est très souvent un puissant révélateur de la pauvreté de nos pratiques managériales. C'est aussi un levier pour des entreprises peut-être plus ouvertes, plus transverses, ce que Isaac Getz a appelé des organisations dites libérées, dans lesquelles il y a moins de hiérarchie. Et qui dit moins de hiérarchie, moins de contrôle, ça veut dire moins de managers qui contrôlent, mais plus de leaders. Des leaders, c'est-à-dire des personnes qui sont capables de porter une ambition collective, un projet collectif, de lui donner corps, de lui donner vie, de lui donner sens, et d'emporter les collaborateurs, de les développer, de les faire grandir pour que ceux-ci puissent s'y engager pleinement. Des leaders qui sont aussi capables, tout simplement, de guider les autres dans l'incertitude et de guider les autres dans la complexité. Bref, c'est tous les ingrédients de ce qu'on pourrait appeler une meilleure coopération au sens propre du mot, c'est-à-dire travailler ensemble dans la perspective d'un projet collectif.
Une forme d'intelligence collective, c'est la quête que l'on a depuis une éternité dans les entreprises, qui est devenue aujourd'hui un enjeu vital, qui nous permettra de relever le défi majeur sur un plan business auquel on est tous confrontés, c'est-à-dire notre capacité à la fois à conduire des exigences de productivité, mais également d'innovation. Et c'est là où nous avons un défi important à relever. Alors en même temps, ne cédons pas à l'utopie. Les technologies de l'information, le numérique, ça ne fait pas tout. Ça ne se substitue pas à notre intelligence. Ça ne nous affranchit pas du courage de nos décisions. En d'autres termes, le digital ne nous donnera que ce que nous en ferons. Et donc je voudrais souligner 3 points. Le premier, c'est que la démocratisation de l'accès à l'information, en aucun cas, n'est une garantie de la maturité des individus à comprendre et à utiliser cette information à bon escient. Les données, ce n'est pas de l'information. L'information, ça n'est pas des connaissances. Et les connaissances, ça n'est pas de l'intelligence. Et donc le chemin de la donnée à l'intelligence collective, il est encore extrêmement long. Et donc gageons que le big data ne se transforme en small brain, ce qui est un des risques. Et paradoxalement, l'augmentation de l'offre culturelle, et je crois que c'est Bourdieu qui disait ça, l'augmentation de l'offre culturelle est très souvent un synonyme d'augmentation des inégalités. Parce que l'augmentation de l'offre culturelle, ce n'est pas la garantie de la démocratisation de l'accès à cette offre. Dit en d'autres termes, on peut augmenter le nombre de livres, ça fait une belle jambe à ceux qui ne savent pas lire. Et donc là, on a des risques de fractures qui sont importantes. Et puis, deuxième point et troisième point, ne sous-estimons pas la réalité du facteur humain et l'inertie de nos mentalités. Le besoin de contrôle est encore très ancré dans nos mentalités. Et puis l'appropriation de territoire, quand bien même ça assèche-t-il leurs propres propriétaires, est un atavisme dont il sera très difficile de se départir, et ce, a fortiori, parce que paradoxalement, les technologies de l'information nous offrent d'autres formes de réappropriation de territoire et de contrôle. Donc en un mot, vous avez compris, les technologies de l'information, c'est un formidable levier de transformation, bien sûr, parce que ça choque nos habitudes, ça bouscule nos façons de faire, parce que ça nous renvoie à un vrai questionnement de nos pratiques managériales, qui sont parfois devenus des dogmes, voire même des idéologies dans certaines entreprises, mais ne sous-estimons pas en aucun cas le facteur humain, faute de quoi je pense que nous risquerons de ne pas bénéficier de la plénitude des opportunités que les technologies nous offrent. Donc en un mot, entre utopie et pragmatisme, apprenons à discerner les transformations dont les technologies sont à l'origine, et celles-là, il va falloir s'y adapter parce que ce sont des transformations comportementales, c'est une réalité. Des transformations que nous devons mener sur nos entreprises, et là, faisons acte de discernement, essayons de comprendre en quoi celles-ci peuvent nous aider pour mener à bien nos projets, en ne sous-estimant pas naturellement le facteur humain. En conclusion, vous l'avez compris, moi je suis un fervent défenseur du numérique depuis des années. Je voudrais simplement qu'on se garde de prêter aux technologies des vertus qu'elles n'ont pas. Sinon je crains que nous nous exposions à une forme de déception amoureuse à la hauteur des espoirs démesurés que nous aurions placés dans le numérique, tout simplement par manque de discernement. Mais je crois que la matinée que nous allons passer est là justement pour nous permettre de faire acte de discernement. En tout cas, c'est l'espoir que je nourris avec vous ce matin. Je vous remercie. Patrick Storey. Merci Patrick.